Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une nouvelle patente que je vais appeler la présentation ludique. Donc, vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. On va au moins faire les politesses ensemble. Donc, grosso modo, c'est quoi le concept? C'est que je me disais, entre le moment où on tape puis on dépose les podcasts, le show que je fais avec Martin, puis les moments où on fait des acquisitions, puis où c'est que je fais des déballages, je me disais, ça pourrait être intéressant de créer une forme de contenu, de vous présenter les jeux qu'on a, puis qui nous animent à tort ou à raison. Donc, des fois, ça peut être peut-être la pile que j'ai à vendre, puis je vais vous le présenter. Ça peut être quelque chose qui peut intéresser quelqu'un ou comprendre qu'est-ce qui a été un irritant. Mais c'est sûr que j'aimerais que cette portion-là soit plus positive, puis que je puisse vous présenter les choses qui nous allument, qui nous animent. Et je crois que c'est à l'épisode 1, j'avais commencé ça en disant, j'avais mon top 3 du moment, j'avais Terraforming Mars, j'avais Australia et j'avais Fayum. Fayum qui est probablement mon petit mouton noir de cette trilogie-là parce que Friedman Freeze, le designer, il est un petit peu le savant fou là, dans le hobby où il essaye un paquet de trucs. Plus souvent qu'autrement, je pense qu'il passe un petit peu à côté de la plaque, malheureusement. Mais dans ce cas-là, pour moi, ça a été un coup de circuit. Et comme, compte tenu qu'il fait partie de top 3, qui n'est pas tellement connu, qui n'est pas très joli, soyons honnêtes, ça va me permettre de pouvoir vous le présenter. La façon que je voyais ça, comment faire ça avec vous autres, c'est que je préfère une forme de déballage usagé. Donc, on va l'ouvrir, puis je vais vous présenter ma copie. Ensuite, je vais faire un setup, puis je vais vous le présenter mécaniquement, comment se passe un tour. Puis compte tenu que je suis soloiste, je vais pouvoir vous présenter un petit peu le mode solo, comment il fonctionne. Je ne m'attends pas à faire des playthroughs. Je ne pense pas être comme John's Good Game, là, où maintenant il s'appelle Getting's Game. Je ne pense pas pouvoir remplacer Paul Rogan, ou si c'est ça son nom, Paul Grogan, avec Gaming's Rules. Mais au moins, vous le présentez un peu, puis si ça crée de l'intérêt, soit qu'en commentaire, vous allez venir nous poser des questions, puis peut-être éveiller votre curiosité envers les productions qui, Martin et moi, nous allument. Fait que j'espère que ça fait votre affaire. On l'essaye ensemble, puis selon la portée que ça aura, on va voir si c'est un concept qui va prendre de la traction. Donc, on se retrouve de l'autre bord pour le déballage. On part avec Fayum de Freedom & Freeze. C'est les boîtes normales des grosses productions du VF-Spiel qui sont rééditées généralement par Rio Grande Games. Je crois qu'il y a certaines plus vieilles copies qui pourraient venir de, sais-tu, Stronghold Game, ceux justement qui font Terraforming Mars et Australia, mes deux sur mon top 3. Mais depuis un bon bout de temps, c'est Rio Grande Game qui fait l'édition. Donc des boîtes amincies qui ne rentrent pas très bien dans une calaxe dans ce sens-là ou à plat. Si vous voulez mettre un jeu devant, là, ça fait pas mal la profondeur du carré. Donc on rouvre, une boîte de qualité discutable. On a ici les instructions. Peut-être avec un petit zoom ici. Martin fait tellement de la belle ouvrage sur le camera work que je vais avoir de la misère à l'égaler. Donc, la présentation là, des composants là, par rapport à d'autres trucs là, que je vous ai montrés, c'est très clair, c'est très bien fait. Setup. Ça a l'air lourd au niveau des règlements. Là, il y a beaucoup de texte, mais c'est un jeu qui se joue très très bien, smooth as butter. Il n'y a pas beaucoup de mécanismes qui vont accrocher. C'est une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup. Puis il se présente bien pour un gamer, je dirais peut-être pas le premier, mais un coup qui a essayé 2-3 affaires style pandémique, ça, il n'y aura pas de misère à embarquer là-dedans. Donc on continue. Et c'est tout. On a ici le solo game.
Et c'est tout pour les instructions. Donc, on voit là que ça va très, très, très vite. Je pense que c'est pas paginé, là, mais passer le setup. 1, 2, 3, c'est 4 pages de règlement. C'est un card-driven game, pas au sens des wargaming, là, ou comme pourrait être Labyrinthe, Twilight Imperium ou certains coins, mais tout le jeu se fait avec des cartes. Donc, pour chacune des cartes, il y a un glossaire. Avec certaines images, peut-être pour certaines cartes plus complexes. Le board. Habituellement, je le fais à la fin, mais là, je le fais en partant. Ah, bon, en passant. Quand même pris le temps de faire un beau panneau là, sur le verso. Puis j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'ils ont fait comme si c'était un bout de tissu. Puis l'effet en caméra, je crois qu'il est meilleur que l'effet en vrai, mais c'est quand même très bien fait. Là, ça fait pas cheap, là, c'est de belles factures. Et le Fammerboard qui, disons, qui fait très années 80, là, je dirais, si on regarde la façon que les dessins sont faits. Je vais essayer d'égaler le travail de Martin là-dessus, essayer de faire un petit zoom out, puis montrer un peu là, de quoi il a l'air. Je crois que le côté... les jeux de Fringeman Freeze sont pas renommés pour être très jolis à la base. Mais je crois que celui-là, c'est fait un peu exprès parce que thématiquement, si on est dans le vieil Égypte, si c'est supposé d'être sur un morceau de tissu, ben, que les lignes ne soient pas droites, comme s'il voulait simuler que ça s'accrochait dans le tissu. On est ici. Ben, je trouve que ça fait du sens. Donc, ça ne le rend pas plus joli, mais on comprend la direction artistique. Aussi, le fait que ce soit juste des taches de couleur comme ça, donc on a du blé, de la pierre, du raisin et de la pierre. Que ce soit aussi simple que ça fait très tout nu quand on le part le jeu, mais un coup qu'on commence à mettre toutes les pièces dessus, ça fait du sens qu'il soit aussi simple, parce que sinon je crois qu'il y aurait un overload au niveau des sens, puis on aurait de la misère à trouver où sont les pièces. Le jeu, c'est une forme de SimCity. Donc la mise en situation, c'est que le pharaon, qui est, a engagé des architectes pour développer la portion là, de pays qu'on nomme Fayum. Il y a ici un barrage qui fait en sorte que les terres sèches ont commencé à s'inonder et ça a créé des terres à récolter. Et les architectes, donc les joueurs, vont jouer de façon autonome à pouvoir développer et bâtir la région de Fayum. Donc, c'est un SimCity, mais où toutes les pièces sont partagées et les joueurs auront à certains moments changer le rythme de leur deck de cartes de façon à pouvoir profiter de ce que chacun autour de la table va créer comme situation sur le board. On pourra sûrement le voir de façon un peu plus précise quand on sera rendu à la mise en place. J'ai acheté l'expansion Privilège. Donc, on fera un segment où on va parler strictement de l'expansion. Le paquet de cartes, je l'ai séparé. Donc, bien qu'on va le présenter là, dans une section bien spéciale, au moins voir un petit peu qu'est-ce que ça peut avoir l'air. On va tasser un petit peu la lumière comme ça. Dans ce paquet-là, il n'y aura que des cartes rouges et des cartes turquoises. Je crois qu'il y en a une 50aine là-dedans. Tout avec le même dos.
Ensuite, je les ai mis dans un petit plat à part comme ça. Ça, c'est des... pour ceux qui se demandent c'est quoi, là, c'est des Geekbox. Ça s'achète généralement en paquet de 3. Puis, pour les jeux qui sont capables de prendre la profondeur et qui a assez de place dans la boîte, c'est parfait. D'ailleurs, les crocodiles là, sont quand même de très belles factures. Je ne sais pas si on peut le voir ici comme ça. Oh! Attendez. On va le faire comme ça. Bon, il y en a qui pourraient dire que ça a l'air d'un fourmilier, là, mais enfin. Et ce sera là, une ressource à seeder le board lors de la mise en place. Je les mets là-dedans parce qu'à mesure qu'on les enlève, ils ne reviennent pas. Donc, un crocodile, quand il est retiré, il n'est jamais remis en jeu. Donc, ça me permet de les lancer directement dans la boîte. Puis, quand on a fini la game, puis on enlève les quelques-uns qui restent, ferme la boîte, puis cette partition-là est déjà réglée. On a l'argent. Pas très belle, puis c'est sûr j'aurais préféré d'avoir des coins arrondis, mais très épais, très résistant. Je pense que ça va durer l'épreuve du temps là, avec cette partie-là. Puis c'est autrement mieux que l'argent papier qu'il pouvait y avoir dans Power Grid. Donc on a en 3 dénominations, en 1, en 5 et en 10. Il y a quand même un élément là, de construction de moteur, d'engine building. Donc, habituellement, c'est pas de ramasser des ressources. Il faut la dépenser. Puis, les seules fois où on ramasse des ressources, ce sera pour se préparer à des coups un petit peu plus forts. Moi, j'ai mis à part les cartes que j'utilise quand je joue en solo. Donc, les différents jetons. Donc, c'est les mains de départ. Je vais tasser les mauves. Puis, on a les mains de départ qui sont comme ça. Donc, ceux colorés, il y a une main de 5 identiques par joueur au départ. Donc, si on les met en ordre. Donc, chacun commence avec 3 fermiers, 2 routes. Et la pose d'un village. Quand on sera rendu à la prochaine portion, on regardera avec plus de détails qu'est-ce que tout ça veut dire. Ensuite, il y aura là, les pions pour tous les autres joueurs là, que je n'utilise pas, là, donc le rouge, le blanc et le jaune. C'est la même chose, sauf ici, hop, je pense que j'ai peut-être oublié lors de la dernière fois là, quand je l'ai serré. Absolument, on met les rappels du tour d'administration. Donc, comme dans bien des euros, on joue soit nos cartes, soit nos workers, puis quand on est à court ou quand le momentum nous définit que ça serait bon, on fait un tour d'administration qui est généralement le moment où on va faire de l'argent, où on va aller rechercher notre main, nos travailleurs, peu importe. Là. Donc, c'est ici. On a ici des ressources. Si vous voyez là, toujours là, des petits bouts de papier qui dépassent, c'est juste que j'identifie mes sacs pour qu'est-ce que je mets dedans. Comme ça, quand il y a des gens qui veulent m'aider, ben, c'est plus facile pour moi de distribuer les sacs. Puis, ben, comme ici, là, ben, mets les ressources. Comme ici, là, je vais l'avoir. Attendez, là. Ici, là, je l'avais là, pour... c'est le cash. Donc, les ressources sont toutes en bois. Ceux peut-être qui ont joué à... comment ça s'appelait Vendredi, vont peut-être reconnaître le moule pour ça. Donc, c'était les fougères vertes dans Vendredi, là, dans Friday. Et sûrement que dans d'autres productions, là, il y a certains de ces moules-là aussi qui vont revenir. Donc, on a ici, c'est pas des fougères, ici, c'est du blé. On a de la pierre, on a du raisin, on a des roses et on a du poisson. Très satisfaisant que le fait que ce soit tous des pièces en bois plutôt que des ressources en carton à puncher. Compte tenu qu'on s'en sert beaucoup, au moins l'effet tactile est le fun c'est le fun à manipuler. Quoique d'avoir eu un plateau joueur avec des tracks et qu'on aurait pu monter et descendre, tout ça aurait pu faire la job, mais très bien.
Je pense qu'on va attendre pour ça. Ça, c'est assez funky. Ici, on a le deck de cartes. Puis là, j'ai-tu mélangé peut-être mes aides de jeu? Ah, je les ai mélangées quand je les ai resserrées. Mes aides de jeu. Donc, on a certaines cartes dorées qui ont des fonctions de fin de partie. On a ici, là, même qui disent, là, enlever cette carte, on n'en aura pas besoin pour le jeu, mais le verso, on l'a ici, c'est le même verso que pour l'aide de jeu. Bon, ben, jetez pas votre carte. Au lieu de revirer la carte à tout bout de champ sur la table, mettez ça un à côté de l'autre, puis vous allez avoir votre aide de jeu. Puis le verso, toujours, là, qui sont essentiellement comment rouler une séance d'administration. Puis ici, c'est pour vous rappeler là, certaines actions qu'on peut faire n'importe quand. Autrement, on a, je crois que c'est un paquet d'une 60aine de cartes. Elles sont tous uniques, quoique plusieurs vont venir en 2 ou 3 copies, puis elles auront des fonctions très, très, très semblables. Donc, exemple, on pourrait dire que le marchand de roche, quand on l'active, va nous donner, exemple, 2 pierres. Et bon, ici, on voit la carrière. Bon, ben, pour mettre une carrière, ça nous coûte 1 blé, 1 raisin, ça nous donne 3 points et 4 pierres. Mais il y en aura un plus faible. Ça va être exactement la même chose, mais exemple, ça va nous donner 2 points et 3 pierres. On verra dans les mécaniques de jeu à quoi tout ça, ça correspond, pourquoi je prendrais une carte moins performante qu'une autre. Des pièces qui, quand on met... Oups, je vais vous descendre ça comme ça, ici. On va tasser ça pour que ce soit un peu plus suave et sexy. Un petit zoom. Les composantes. Quand on lit les règlements, là, ce tapon-là de morceaux nous dit absolument rien. Puis par la fin de la partie, on voit tout. Tout est clair, tout est simple. Ce sont des pièces qui, dans la mécanique du jeu, sont en nombre limité. Contrairement aux ressources, ici, il y a la fameuse règle que si mettons, on n'a plus de pierre, ben on peut utiliser n'importe quel, en anglais, suitable replacement, n'importe quel remplacement qui fera l'affaire à notre guise. Mais ici, ça, c'est en nombre limité. Donc, ceux qui sont portés à passer à la main, là, puis à acheter tout ça, puis des fois, à entendre des morceaux tomber à terre, faites-les pas, là, le décompte est important. Quand je vous dis que c'est pas toujours clair, ça, c'est un village. Ça, c'est une ville. Ça, c'est n'importe quoi qui serait une industrie. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, on a des routes. On a les fameux meeples. Très Rio Grande Zweifelsspiel. Donc, c'est pas le meeple qu'on est habitué de voir. Qui d'ailleurs, je crois, je ne sais pas si il y en a peut-être des gens là en commentaire, là, vous pourriez me donner peut-être un petit compte rendu là-dessus. Je crois que l'inventeur de Carcassonne, c'était lui qui était arrivé avec la shape initiale du meeple, qu'on est habitué, là, j'appelle ça la Maggie Simpson, là, donc avec les bras ressortis, et qui a nommé pour la première fois, qui a dit que ça, c'est un meeple. Et là, ça a fait toller dans le monde du board gaming parce que les gens utilisaient le mot meeple comme si c'était un nom communément accepté, alors que le recours, il dit non, j'ai une propriété intellectuelle là-dessus, c'est mon design de bonhomme et c'est moi qui ai trouvé le nom. Je crois que pour ce qui est du nom, la Cour, dans certaines juridictions, a dit ben ça fait trop longtemps que ça a été utilisé depuis que vous l'avez apporté, donc on ne peut pas rien faire. Mais je crois que pour ce qui est du moule, il va y avoir une clause grand-père qui dit que tout ce qui a été fait avant, c'est correct, mais que toutes les nouvelles productions devaient changer leur moule. Je crois que c'était ça, puis corrigez-moi là, si je me trompe. Mais tout ça pour dire que Freeman Freeze, pas de problème, parce qu'il a déjà son propre moule, son propre personnage, qu'on va reconnaître, je crois, c'est dans Futurama, entre autres, qu'il y en a. Il utilise pas mal toujours là, ces mêmes pièces, là, c'est normal.
il les a, il s'est approprié probablement qu'il y a toutes ses compagnies de production, toute sa chaîne logistique pour ça. Et les pièces qui sont en nombre, j'appelle ça très limité. Donc on a certaines pièces dorées. Ceux qui ont joué à Power Grid, vous allez reconnaître là, les centrales. Ici, il y en a 2 de dorés. On a 4 ponts réguliers qu'on est à pas grand-chose à dire que c'est comme si j'avais shavé un morceau d'une de mes pattes de table. Là. Et on a 2 ponts dorés. Donc les morceaux dorés, c'est surtout pour des bonus de fin de partie et c'est très contextuel. Et tout le monde, c'est ce qui conclut le pseudo-unboxing. Ici, zoom out, de ma copie de FiOM de Rio Grande Game. Donc, on se revoit de l'autre bord, je fais un setup, puis je vous le présente avec un peu plus de précision. On est rendu de l'autre bord pour la présentation un petit peu de qu'est-ce que ça a l'air un coup que ça a été setupé. Donc, déjà en partant, moi je trouve que ça a l'air déjà un peu moins triste que tantôt. Donc, on a un ensemble de crocodiles qui sont dans les zones qui ne sont pas asséchées, donc les zones cultivables, là où il y a du foin et du raisin. On a une ville de départ. Les zones brunes, ce sont ce qu'on appelle des zones de construction. On va avoir la piste de point tout le tour et on aura... Et Martin, viens m'aider. Et on aura ici le magasin de cartes. Notre main de départ, donc le but c'est de construire, c'est de développer la région de FiOM à l'aide des pièces qui sont là. Chaque pièce nous rapportera de la faveur du pharaon et donc ça va nous apporter des points de gloire. Donc au lieu de commencer à vous expliquer longuement comment ça se fait, je me suis dit on va le faire simplement, là, on va faire quelques tours parce que l'idée c'est pas de tout vous présenter puis vous faire un How to Play, c'est juste de vous montrer là, le gist général du jeu. Alors, si on disait que c'est à mon tour, comme joueur, j'ai seulement 3 actions que je peux faire. Je peux, de ma main, jouer une carte. Je peux aller au magasin et... On doit y être ici. Et acheter une carte qui est disponible dans le magasin. Si vous regardez là, on a des cartes en haut ici. Ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas de prix. Et ça m'amène à les finissons. Et je peux aller faire un tour, une ronde d'administration qu'on verra tantôt. Déjà en partant, je vais prendre ici là, la première au magasin. Toutes les cartes ont des chiffres. Un petit peu comme dans Power Grid, les cartes, à mesure qu'elles sortent, seront toujours placés en ordre croissant à partir du deck. Ici, on le passe au complet à toutes les fois. On passe le deck au complet. Il y a un autre petit deck ici. Essentiellement, quand on sait qu'on a fini ce deck-là, on sait que les cartes qui restent là, c'est l'annonce de fin de partie. Donc ça nous permet de juger un petit peu le rythme de la partie. C'est seulement ça, c'est des cartes mises à part. Mais sinon, on les a brassées. Et ils ont tous un numéro dans le coin. Attendez, je ne sais pas si... Ah, ok, là c'est clair. Donc, les cartes vont sortir de façon aléatoire. Et oui, ça signifie que le marché, certaines cartes vont se retrouver à monter par rapport à leur prix, vont se retrouver à descendre, et des fois même à sortir du marché disponible en fonction de comment là, les achats vont avoir fonctionné. Donc, si j'avais à faire un premier move classique, ici, c'est une carte de départ. C'est une carte qui a ici un petit griffon, là, un petit crocodile, que toutes les cartes n'ont pas. Je vais en prendre une dans mes mains. Toutes les cartes n'ont pas le petit rappel du crocodile. Ici, ce que ça signifie, c'est que tu mets un bonhomme à côté d'un bonhomme qui est déjà en place. Et en vert, ça me signifie qu'est-ce que je gagne à faire cette action-là. Il n'y a présentement
pas de travailleurs, donc tout est libre pour moi. Essentiellement, le premier joueur détermine là où la game commence. Donc, faisons un move classique. On va aller le long de la rivière. Je mets un ouvrier. L'ouvrier, ici, on voit un petit crocodile. Donc, ça signifie que j'ai retiré le crocodile. Dans les règles, retirer un crocodile nous permet de faire une pièce. Et en mettant ça là, ça me permet de récolter un blé. Je mets ça ici, je vais vous le mettre ici là, pour pas que j'aie toujours à jouer. Attendez, là, je veux pas que ce soit... Je vais vous le mettre ici juste pour que ce soit cadré et que je n'ai pas toujours à jouer avec la caméra. Ensuite, mon adversaire peut faire la même chose. Donc, il peut placer, lui aussi, un fermier. Le fermier, il doit être, lui aussi, adjacent. Remarquez que les fermiers sont neutres, ou du moins les workers plutôt. Dans ce cas-là, c'est un fermier, mais contextuellement à la carte, les workers ont plusieurs fonctions. Mais il n'y a qu'une seule sorte de travailleurs et ils sont neutres et agnostiques de couleur parce que tout est partagé sur le board. Donc, essentiellement, je peux mettre un travailleur là, là ou là parce que ce sont les règles d'adjacence qui s'appliquent. Donc, exemple, lui, ce qu'il dit, je veux un raisin. Il vient ici. Il y a un crocodile dans le coin de sa carte. Retire un crocodile, fait une pièce pour ça. Et il ira chercher un raisin. Et le jeu va continuer comme ça, à placer des travailleurs. Il y aura à certains moments à placer des routes, jusqu'à temps que, et disons que j'ai joué toutes mes cartes, j'ai fait des travailleurs, j'ai placé 2 routes, et celle-là, je n'étais pas capable de la jouer. Tantôt, je vous ferai peut-être juste un petit... je ferai probablement une cote, puis je vais faire comme une coupe de tours, juste pour montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air, ou sinon je trouverai une de mes vieilles photos envoyées à Martin, qu'est-ce que ça a l'air en fin de partie, pour au moins que ça ait l'air un peu plus chic et de bon goût. Mais essentiellement, c'est de jouer comme ça les cartes pour placer les différentes tuiles ici, afin de développer toute la région. Quand je vous disais le genre SimCity un petit peu. Ah, puis, supposons que j'ai acheté cette carte-là. J'ai acheté la première ici sur le bord parce qu'elle coûtait 3. On le voit ici, 3. Puis, j'avais une pièce de rabais. Donc, elle m'a coûté en fait 2. Puis, celle-là aussi, je l'ai jouée. Elle va ici. Au moment où je l'ai jouée, j'ai pigé une carte, la carte 96. On doit mettre les cartes en ordre numérique. Donc, je glisse toutes les cartes qui sont en bas de 96, ce qui est l'ensemble des cartes, parce que la plus haute, c'est 84. Cette carte-là n'est plus disponible. Celle-là est rendue maintenant accessible, ce qui n'était pas le cas tantôt. Mais celle-là n'aura pas de rabais, parce que les rabais ne s'appliquent que sur les cartes qui ont duré un tour d'administration. Donc, essentiellement, c'est pour liquider le vieux stock. C'est nouveau dans le marché, elle n'a pas de rabais. Donc, et puis là, je n'ai pas sorti ma bonne carte d'administration ici, j'ai sorti celle pour un joueur solo. Donc, je vais enlever celle-là. Les tours d'administration ne sont pas programmés dans le sens que tout le monde ne fait pas un tour d'administration en même temps. C'est-à-dire que moi, je peux faire un tour d'administration. Mon adversaire, en supposant que je joue 1 contre 1, pourrait faire un tour. Moi, je joue, lui, il fait un tour d'administration. Et le rythme est très lousse. Il n'est pas dicté par un rythme de ronde préétabli. Lorsqu'on fait une administration, c'est le moment où income, on a du revenu, c'est 3 piastres moins le nombre de cartes en main. On se rappelle qu'il m'en restait une. Donc, je ferai 2 piastres. Ensuite, je peux retirer de 0 à 2 travailleurs et pour chaque travailleur retiré, je fais 1 pièce. Bon, ben, admettons, je retire ces 2-là. Je les remets dans les stocks et c'est 2 fois, donc ça va me faire 2 piastres. À remarquer que je crois qu'il y en a 38.
Ça a l'air beaucoup quand on regarde le board, mais même à 2, ça s'épuise très très vite. Donc, d'aller en rechercher, c'est non seulement une façon de faire de l'argent, mais c'est aussi une façon de garder le jeu qui roule. Parce que sans ça, j'ai vu des games qui grindaient parce que les gens n'avaient pas flippé le moteur à des moteurs de production de ressources. On avait encore beaucoup besoin des ouvriers. On doit reprendre les 3 premières cartes de notre stack, ce qu'on appelle le discard. En bon québécois, on dit notre discarte, là, mais notre défausse, comme on lit dans les instructions. Je prends les 3 premières. Je les remets dans ma main. Donc, prends les 3 cartes. Maintenant, chacune des cartes qui sont là, en partant de celle du dessus puis en creusant dans notre paquet, ça va nous coûter 1 pièce par carte qu'on va aller chercher. Donc, si je veux ramasser celle-là, ça me coûte 1 pièce. Si je vais aller chercher celle-là, ça me coûte encore 1 pièce. Présumons que la game a avancé et que là, je me retrouve, là, j'ai des cartes... je me suis bâti une main de cartes. C'est pas rare que je finis, moi, avec une main de 8 à 10 cartes. On va en prendre une là, qui était celle que j'ai achetée, là, qui était une de ma plus forte. Mettons là, que j'ai joué et que je l'ai mis là, puis que j'ai joué toute ma main. Ma carte la plus forte est dans le fond. Donc, je vais aller chercher 1 carte, 2 cartes, 3 cartes. Aïe, aïe, aïe! Ma carte forte est dans le fond de mon paquet. Ça me coûte 1 pièce. Ça me coûte encore 1 pièce. Ça me coûte encore 1 pièce. Et ça fait partie un petit peu de l'intérêt de Fayum. C'est que bien souvent, il faut jouer nos cartes dans l'ordre inversé de l'importance qu'elles ont pour nous. Généralement, quand on a quelque chose de fort, on veut le jouer soit au moment opportun ou en partant. On veut partir avec un boom. Ici, on n'a pas le choix de jouer nos cartes faibles en premier parce que si soit que notre économie n'a pas roulé puis on manque d'argent, ou si pour une raison ou une autre, moi, des fermiers, là, on part avec 3, mais je me suis acheté là, des travailleurs plus performants, puis je suis prêt, moi, à laisser 2 fermiers dans le fond de ma pile, puis de jamais les racheter. C'est possible. Donc, on peut recommencer le prochain round avec une discarte qui est déjà démarrée. Ensuite, on joue à 2 joueurs, remplacer 2 cartes dans le marché. Et donc, on ira ici, puis je vais dire, moi, c'est ces 2-là qui ne m'intéressent pas. J'enlève les bonnies. On les enlève. Les cartes restantes dans le marché bénéficient d'une réduction pour le prochain tour. Je vais piger 2 cartes. 54 et 72. On va glisser ça comme ça. 54 et 72. Sûrement que ça ne paraîtra pas à l'écran, mais fiez-vous à moi, là, sont toutes en ordre numérique, la plus petite à la plus grosse. Et le jeu va se jouer comme ça, à mesure où chaque joueur fait une action. Soit qu'il joue une carte de sa main et qu'il fait ce qu'il y a, donc avec des revenus. Et des fois, ici exemple, sur une tuile vide, on met un village, donc une tuile comme celle qui est là. Pour ce faire, ça coûte 1 blé, 1 raisin et 1 pierre. On la met où on veut, sauf pas coller sur un brun, pas coller sur un autre rouge. C'est les 2 règles qui viennent avec ça. C'est pas sur les cartes, c'est à force de jouer là, qu'on finit par les apprendre. Puis d'ailleurs, je pense que c'est sur aucun aide de jeu, mais vous allez l'avoir dans le glossaire, dans le petit registre de cartes. Et si on fait ça, on fait 3 points de gloire et on fera 3 pièces. Et on roule comme ça jusqu'à temps que ce paquet-là soit fini et que ce paquet-là soit fini. On a joué la partie au complet. Il reste ici qui fait partie de la fin. Donc, il y a toujours 8 cartes dorées. Et là, j'en ai mis 8. Je ne me rappelais plus si c'était 4 ou 8, là, mais cartes standard.
on les brasse et on utilise ce paquet de finales-là comme on va utiliser le paquet standard. À la différence que certaines cartes ont des grands pouvoirs. Donc, mettre un pont doré, je crois que quand on a fait le unboxing, je vous l'ai montré, mais on ne voit pas très bien ici. Je vais vous en sortir un. Un pont doré, dans lequel il y a des règles de placement le long de la rivière et compagnie. On voit que le chiffre est très élevé, donc les cartes dorées vont toujours se retrouver à la fin de la partie. Ça me coûte un raisin, une pierre, un foin, 5 d'argent. Ça me permet de faire 12 points et il y a 2 ponts dorés. On se rappelle qu'ils sont en quantité limitée. Ça me permet de le faire 2 fois, donc avec un potentiel de 24 points. Le restant, il y a, là ici, comme je vous ai dit, j'en ai rajouté 8 standards, généralement qu'on présentera en début de partie pour que les joueurs aient une idée qu'est-ce qui va apparaître à la fin. Un coup qu'on l'a joué à 7 fois, on peut avoir une idée, si on attend après certaines cartes, de dire ben ça ne vaut pas la peine d'attendre, ils vont juste être à la fin. On a le palais qu'on doit construire sur une ville, donc avec une pastille et un cylindre par-dessus. Ça va coûter 2 raisins, 2 pierres et 2 foins pour 15 points. Il y a 2 palaces pour une possibilité totale de 30 points. Donc on en a d'autres comme ça, on a la momie, puis on a le Pierre de tombe, ou moi je l'appelle le Indiana Jones. Il va sur des sites où on a bâti les sites bruns qu'on voit. Généralement, c'est des sites où on va bâtir des monuments égyptiens. Donc je crois que ça, c'est supposé être l'obélisque. Ça devrait être soit le sphinx ou un colosse. Et ça ici, c'est 2 places pour des pyramides. Donc le chasseur de trésors, donc notre Indiana Jones va dans une place où il y a eu des monuments et il peut payer là-dedans de 2 à 24 piastres pour faire de 1 à 12 points. Et à mesure qu'on en pige, il y aura des catastrophes qui vont arriver. La sécheresse, la chaleur, le wasteland, là, le monde perdu, ou plutôt le désert, et la tempête de sable. Quand les 4 sécheresses sont apparues, c'est le code de fin de partie. Quand on est arrivé à la fin, quand c'est le code de fin de partie, plus personne ne peut faire l'administration, plus personne ne peut refaire de l'argent, retirer des travailleurs et récupérer sa main. Donc là, il y a un jeu de timing là, à dire, est-ce que je pousse ma lock une fois de plus ou est-ce qu'au contraire, j'accélère de façon à espérer piger la quatrième catastrophe pour bloquer mes adversaires. La fin de partie, pour ça, est excitante dans le rythme du jeu. Puis c'est essentiellement ça, Fayum. Qu'est-ce qui fait que je l'aime autant? Il est plutôt élégant, mis à part quelques règles d'adjacence comme avec les villes et compagnie. Il se joue assez bien. 4 pages de règlement, 3 actions par joueur. Pas de structure de jeu autre que je fais une action et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de combos. T'sais, on ramasse, on fait de l'argent. En fait, c'est plus qu'à mesure qu'on va faire des bons coups, ça va être de nous permettre de se préparer pour la fin de partie pour jouer les grosses cartes. Puis, un coup qui est seedé, là, je ferai pas de. Finalement, là, je simulerai pas une partie. Mais je vous mettrai une photo là, en montage là, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air un coup que ça a été rempli. Vous allez voir, c'est autrement plus animé que ce que c'est là. Puis c'est ça, ça joue bien. Il est facile à amener. Quand même, là, il est loin d'être parfait. 2 problèmes. Un, il est trop long. Passer à travers tout le deck de cartes à 2 personnes, ça peut être à peu près, là, même 2 personnes qui savent jouer, là, je pense que c'est au-dessus d'une heure et demie. Pour le genre de jeu que c'est une biche trop long. S'il était coupé de 20 minutes, d'ailleurs, certaines personnes là, sont arrivées, là, je crois que c'est 13 cartes qu'il faut retirer
que la communauté a fini par dire, ça, c'est le point d'équilibre qui est parfait pour ce jeu-là. Et c'est ça, il est long, puis je trouve qu'il n'y a pas assez de travailleurs. On a parlé tantôt de l'importance d'en retirer, mais j'ai joué une partie avec mes parents, puis mon père a décidé d'essayer de choquer à la game en faisant plus de rappels. D'ailleurs, mon père, c'est toujours celui, quand j'en présente, c'est celui qui arrive champ gauche, qui essaye des affaires que personne n'essaye. C'est comme le gars qui aime ça. Ah ouais, je peux le faire. Watch moi aller, m'a le faire. Puis il décidait, mettons, de ne plus enlever de travailleurs. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé dans une game à 3. Plus de travailleurs, mais il restait encore à peu près le quart du deck. Je l'ai mis ici. Le quart du deck à passer. Ça a été une game qui a été difficile parce que là, à la fin, on faisait juste des tours d'administration pour dire bon, on ne peut plus rien faire. on va brûler le deck. Quelqu'un va dire ouais, mais quand tu fais de l'administration, tu peux en enlever des travailleurs. Mais à 3, le fait que tu peux juste en enlever 2, ben, si la personne au bout de la table enlève 2 travailleurs, celui qui est là gagne un travailleur, celui qui est là gagne un travailleur, tu reviens là, tu n'as pas de travailleur. Donc, l'équilibre à plusieurs joueurs, disons qu'il est très fragile en ce sens-là. Donc, c'est ça. Pas assez de travailleurs, un jeu un peu trop long. Mais mis à part ça, il est pas mal plus fun à regarder live que ce qui peut être à la caméra. Le card play il est super facile. Le fait qu'on joue nos cartes importantes sur le dessus puis qu'on ne brasse pas le deck, on pourrait presque dire que c'est le seul jeu de deck construction que j'aime parce que le puzzle dans lequel c'est intégré, il est le fun. Sans être overwhelming, sans amener à devoir réfléchir puis de se brûler les neurones. Ça, c'est un jeu là, que je peux jouer en regardant la TV. Quand j'étais avec des amis là, puis qui sont moyens gamers, on a eu un bon souper, là, puis malgré la bouteille de vin, là, on est capable là, de faire ça sans trop se casser les nanettes. Il remplit bien une veillée, puis les gens, ils partent pas la tête brûlée. Donc, moi, c'est la première fois que je faisais une présentation de jeu, donc j'espère que ça a été suffisant pour vous donner soit le goût ou vous confirmer que c'est pas pour vous. Puis, on se revoit l'autre bord pour la présentation de l'expansion Privilège. Ma cervoise! Canal Plus! Je t'ai demandé une cervoise! Tu me l'amènes, ma cervoise! J'ai soif! J'ai soif! L'expansion Privilège pour FireEm, c'est la seule expansion qui existe pour ce jeu-là. Soyons honnêtes, je pense que c'est une fausse bonne idée. L'expansion Privilège, c'est un deck de 42 cartes. J'en ai dit une cinquantaine, c'est 42. Avec certaines règles, donc il faut retirer ici certaines cartes. Donc il y en a 14 à retirer, on en rajoute 42. Et il y a un petit glossaire pour chacune des cartes. Quelque chose que je n'ai pas dit tantôt en parlant de la rivière de cartes qu'il y a ici. Prenons les 3 qu'il y a là. Regardez les chiffres. Ce sont tous des nombres pairs. Dès lors, avec l'expansion Privilège, on va enlever les petits papiers. On rajoute donc, on enlève, on a dit là, une quinzaine de cartes et on en rajoute 42. Ce sont tous des cartes avec des nombres impairs. Donc, pour la structure de magasin qui doit être de la plus faible à la plus forte, ça s'intègre très bien. Les cartes viennent en... Oh! Une qui n'aurait pas dû être là. Poink. Les cartes viennent en 2 couleurs. Je vais en profiter avec vous live, vite, pour regarder s'il n'y en a pas un autre qui s'est glissé là. Ça a l'air bon. Il y aura donc des cartes rouges
On le voit ici, c'est une fois, ce sont des utilisations uniques. Donc, exemple, si celle-là, elle apparaît ici, si elle apparaîtrait là, ce que ça veut dire, c'est que pour la rajouter à ma main, elle coûtera 3 piastres. Ces cartes-là ne s'ajoutent pas à notre main régulière qu'on met dans notre deck. On les met à part dans notre espace joueur. Les cartes rouges, ce sont des effets uniques. Hop, on a de la misère. Ce qu'il veut, on va la mettre là. Donc ici, quand je la joue, je pourrais me permettre d'aller chercher 3 raisins à la réserve. Un coup qu'elle est jouée, on la retire du jeu complètement. C'est des effets uniques. Donc, on a eu 3 raisins, 3 pierres, 5 points, 3 points. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de cartes qui viennent avec des dénominations ou des effets semblables, je pourrais pas aller chercher peut-être avec un petit zoom, et voilà. Donc, on a la 57 et la 107. La 107 m'apporte 5 points. La 57 m'amène 3 points. Mais c'est essentiellement la même affaire. Et il y en a avec des effets un peu plus particuliers. Puis là, ça, c'est d'aller voir dans le glossaire pour savoir exactement qu'est-ce que ça fait. Et on aura les cartes turquoises qui, elles, sont des effets permanents. Donc, exemple, la personne qui va chercher cette carte-là, ben, il peut utiliser du raisin au nom de la pierre ou du blé. Donc, si vous avez un moteur très très fort en raisin et qu'en plus vous allez chercher ça, ben, vous pouvez utiliser votre raisin comme étant un passe-partout pour ces deux ressources-là. Même chose, mais avec le foin, avec le blé officiellement. Ici, à l'étape où on va chercher 3 cartes, ce que ça nous dit, c'est qu'à l'étape 4, je peux aller chercher une carte de plus. Donc, au lieu de me bâtir une main de 3 cartes, à toutes les fois je fais un tour d'administration, je fais une main de 4 cartes. Et si jamais certains effets avaient à s'additionner, on les additionne. Il n'y a pas là on ne se casse pas le bessic avec la question de dire oui, mais si c'est celle-là qui joue avec celle-là, l'effet ne peut pas être fait. Non, tout se combine. Donc, si vous êtes capable de créer, si maintenant vous êtes capable d'avoir ça, puis de rouler, puis d'avoir des ressources interchangeables, ainsi va la vie, vos adversaires avaient juste à être plus vite que vous pour prendre ces cartes-là. Et c'est juste ça. C'est ces cartes-là, puis les instructions, c'est tout ce qui venait dans la boîte. La boîte, je ne peux pas vous la montrer, elle est utilisée à d'autres choses dans mes armoires. Mais c'est une toute petite boîte, là, juste assez pour mettre le deck, là, puis mettre le feuillet d'instructions. Qu'est-ce que j'en pense de cette expansion-là? Je vous ai dit en partant, c'est une fausse bonne idée. Le problème que j'ai, c'est que j'ai fini tantôt, là, dans les 2 reproches que j'avais le plus à Fayum, un des 2 reproches était c'est un jeu qui est un peu trop long, qui était 20 minutes trop long. J'ai joué une fois avec l'expansion à 2 joueurs et au bout d'à peu près, là, on venait à peine de passer la moitié du deck. Pensez-y, là, c'est ça. Puis admettons, là, avec tous les exemples que je vous ai donnés, là, admettons qu'on a enlevé, là, on l'a enlevé, là, le 3 deck, là, les 15 cartes. J'ai presque de doubler la quantité de cartes pour le jeu sur un jeu qui est déjà trop long. Qui fait en sorte que, pour moi, au niveau du rythme, ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai fait là, dans cette partie-là, j'ai regardé mon adversaire, j'ai dit, gars, on s'entend dessus, j'enlève, là, puis de tout ce qui restait, là, je n'ai enlevé le 2 tiers, on l'a mis de côté. J'ai perdu la game au tiebreaker, puis j'ai même pas le sentiment de m'être fait voler. L'autre personne, elle a gagné, mais elle sent pas non plus que ça a été une victoire trichée parce que j'ai enlevé des cartes. Ça n'était que trop long. Cette expansion-là va être pour, comme moi, les gros fans, mais si j'avais à l'utiliser, je ferais probablement de dire, ben, si je joue à 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais rajouter 10 cartes. Donc, le quart.
Donc, les effets ne seront pas connus. Ça va être une surprise pour tout le monde. Puis, ça sera juste des cartes qui vont créer un wow factor quand ils vont arriver. Donc, ça ne sera pas la majorité. Contrairement à ceux-là, qu'à un moment donné, ils viennent, c'est une sur deux. Il n'y a pas de surprise. Je crois qu'en mettant 10, puis je ne l'ai pas playtesté, là, c'est un feeling que j'ai. Ça donne une possibilité de 5 par joueur. On en laisse passer. Je me dis, chacun en pogne 3 à peu près. Il peut y avoir quelque chose là. Puis, ça doit être avec Martin. Je me demande si c'est pas le show 3, le 3 ou le 4, je ne me rappelle plus, où je mentionnais que moi, un jeu qui est trop équilibré au niveau des cartes, ça ne m'allume pas parce que ça manque d'excitation. Quand la carte elle sort, leur pouvoir qui est trop linéaire, moi, ça m'éteint un peu. C'était d'ailleurs une des critiques que j'avais de Hearth. Maxime a travaillé super fort à tout balancer, il nous a présenté les fichiers Excel. Le gars, il a fait un travail de malade, mais les pouvoirs des cartes, je les trouvais très linéaires. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais si les pouvoirs ne sont pas aussi bien balancés, le jeu ne marche plus. Je ne suis pas designer comme lui, mais moi, dans ce que je recherche comme sentiment, ça m'avait un peu déplu. Ici, en rajoutant qu'une petite poignée, ben, on n'allongera pas le jeu tant que ça. Puis au pire, là, enlevez-en 10 au hasard, ou enlevez les 10 qui suggèrent, mais créer des effets random. Peut-être qu'on va enlever tout ce qui touche le blé ou whatever. Donc, faites un échange. Moi, j'en rajouterais 8 à 10 pour 2 joueurs ou en solo. Puis, ça permettrait de créer des effets intéressants, de ne pas trop allonger la game, puis de faire en sorte d'encore apprécier cette production-là. Je vais faire un peu de clean-up, puis de l'autre bord, on se parle du mode solo. FIOM, le mode solo. La dernière page du livre d'instruction, comme on a vu là, la présentation, était dédiée au mode solo. Il n'y a pas beaucoup de différence, ce qui est très bien. Donc, on doit prendre la carte d'administration solo, car il y a une différence. On n'utilise pas les jetons de rabais pour les cartes. On les retire. Et on commence le jeu avec 4 piastres. Je ne me rappelle plus à combien d'argent on commençait généralement, là, mais quand c'est 4 piastres. Comment on joue? On joue de la façon standard. C'est-à-dire que, si on retire ça, on n'a plus besoin. On va jouer nos cartes tant qu'on peut. On va acheter des cartes au marché et on va faire des tours d'administration. Officiellement, le but, c'est de cocher ces challenges-là, un par un. Donc, de faire 150 points, d'être capable de mettre 3 ponts, ensuite mettre 2 palaces, et de descendre comme ça chacun des challenges. Donc, ce n'est pas des challenges à faire en même temps, c'est des challenges à faire, ben, cette game-là, je veux faire 150, cette game-là, je veux mettre 3 ponts. Et c'est pas toujours facile à faire parce qu'on l'a vu, les cartes ne sortent pas toujours dans l'ordre qu'on veut. Ça fait partie, si ça tombe bien, on a le bridge. On va jouer les cartes. Donc, comme tantôt, 1, 2, puis là, je vais mettre mes travailleurs, puis je vais commencer à enlever des crocodiles. Et là, ce coup-là, j'ai été capable de jouer toutes mes cartes. Ma main est vide. Je n'ai plus d'argent. Si jamais je pouvais acheter, bon, supposons, j'ai pu acheter celle-là. Donc, je l'ai jouée. Je l'ai mis dans ma discarte. En ayant fait l'achat, j'ai acheté ça. Et ici, c'est le fun parce qu'elle vient se placer à la même place. Donc, quelqu'un qui voudrait avoir le sacrifice, ça va lui coûter... ici. Le sacrifice ne s'est pas déplacé. Mais encore là, si cette carte-là avait eu un chiffre plus petit que 12, bien, cette carte-là aurait pris de la valeur. Donc, de 3, elle serait devenue à 4 $. Et celle-là, elle serait venue se placer ici.
L'idée du marché, là, comme ça, qui est très dynamique, c'est une simplicité exceptionnelle et ça marche super bien, beaucoup mieux que dans Power Grid, là, de laquelle cette mécanique-là provient. Pendant un tour d'administration, on a encore 3 piastres moins le nombre de cartes qui nous restent en main. Dans le cas présent, on simule le fait que je les ai tous joués. J'ai plus de cartes en main, donc je ferai 3 piastres. Je peux retirer de 0 à 2 travailleurs pour me faire de 0 à 2 piastres. Il y aura au moins 2 travailleurs parce qu'en ayant joué toutes ces cartes-là, j'en ai placé 4. J'en ai mis une là. J'en ai mis là. Donc j'ai mis 4 travailleurs. Je suis capable d'en chercher 2. D'ailleurs, intéressant ici, dans ce cas-là, le travailleur, c'est un fermier. Ici, c'est un fournisseur de roches. Et pour que ça s'active, il faut mettre un travailleur sur un village. Chaque village, en fait, chaque hexagone ne peut avoir qu'un seul travailleur. Donc, peu importe la fonction qu'il occupe. Donc, je ne peux pas me dire, je mets lui sur la tuile, puis un autre à côté. Non, non. Un travailleur par hexagone. Donc, si je mets lui ici, c'est devenu un Stone Supplier. Il va me donner ce truc-là ici. Donc, j'ai joué ma main. J'ai été chercher mes 3 travailleurs, j'ai fait 2 sous. Donc, au total, j'ai fait 5 piastres. Encore une fois, je prends les 3 premières cartes de mon deck. 1, 2, 3. On se rappelle que l'ordre des cartes dans lesquelles on l'a joué fait partie des mécanismes importants du jeu. Donc, il ne faut pas jouer avec sa discarte, il ne faut pas la brasser, il faut vraiment les laisser là dans l'état et dans l'ordre dans lesquels on les a joués. J'ai pris mes 3 premières. On se rappelait qu'en multijoueur, chaque carte qu'on rachetait coûtait 1 piastre. J'ai une carte ici d'administration, donc une carte, 1 piastre par carte. Ici, on les achète dans l'ordre et le coût est à leur position relative. Celle-là me coûte 1 piastre. Celle-là me coûte 2 piastres. Celle-là me coûte 3 piastres. Et ainsi de suite, si on veut racheter au complet sa pile. Donc, quand vous commencez à avoir un deck de 8 à 10 cartes, la dernière, elle coûte très cher. On remplace 2 cartes dans le marché, comme on a fait tantôt. Donc, on en prend 2. On les remplace ici. J'en ai pigé 2. Je vais enlever les 2 premières, mais ça peut être n'importe lesquelles, en autant qu'elles soient dans les 4 positions du marché actif. On ne peut pas retirer les cartes dans le marché à venir. 26. Bon. Donc, dans l'ordre qu'elles sont sorties, dans ce cas-là, le marché n'est pas très actif. Ils viennent remplacer. On a produit, donc on a de l'argent en main, on a notre deck, et on repart, et on joue comme ça, jusqu'à temps que le deck soit épuisé. On a sorti les 4 catastrophes. Fin de partie, on ne peut plus faire d'administration. On finit de jouer, on calcule les points et c'est fini. Petite chose que je n'ai pas dit tantôt, les ressources restantes, l'argent et compagnie n'ont pas de valeur de fin de partie. On a tout avantage. Et d'ailleurs, Friedman Freeze déteste ce qu'il appelle la comptabilité de fin de partie. Il aime ça car c'est très simple. Donc, les points que tu as à la fin, c'est les points avec lesquels tu finis la game. Il n'y a pas de comptabilité de fin de partie. Et c'est essentiellement ça. Le mode solo, ce n'est que ça. On joue la même partie, mais on est tout seul à épuiser le deck, qui fait en sorte que la game, elle est encore un peu plus longue parce qu'il n'y a personne pour passer à travers avec nous. Et selon le mode officiel, on a ici des challenges à descendre. Moi, personnellement, ça, je l'ai fait une fois ou deux et j'ai trouvé ça un peu gazant. Mais mon fun à moi, c'était de faire le développement complet. Donc, je devais essayer de placer tout ça, retirer tous les crocodiles. La seule place est placer les 4 ponts, donc les 4 morceaux comme ça, là, comme en couleur un peu ébène. Les dorures, si possible, mais souvent rendu à la fin, mon moteur était tellement épuisé que je n'étais pas capable. Sauf que, si je me rappelle bien, j'ai fait une partie, je pense, à un moment donné, de 400 quelques points.
Et c'est peut-être le bout du solo qui est plate un peu. C'est qu'il est très mécanique. Le marché, on a le plein contrôle. On a le plein contrôle de comment on place nos choses pour essayer de planifier les combos. Quelqu'un dira que c'est ça qui est le fun parce qu'en termes euros, on peut réfléchir à notre partie. Moi, je trouvais que ça manquait un peu de dynamisme. Ce faisant, aux prochaines vidéos, j'ai quelque chose pour vous. C'est une surprise. C'est quelque chose que j'ai très peu vanté, mais on voit ça de l'autre bord. Le jeu, je l'aime beaucoup, mais comme je vous ai dit, le mode solo, je le trouve un petit peu en anglais lacking. Il manque un peu. Parce qu'un des côtés le fun, c'est de ne pas avoir le contrôle complet du marché. C'est de ne pas savoir qu'un spot va se faire occuper par notre adversaire. C'est de dire que le prochain village ou la prochaine route va peut-être me bloquer certaines règles d'adjacence et de placement pour faire ce que je veux faire. Fait que je suis arrivé, après quelques itérations, avec un mode solo, un automa pour FireEm. C'est ma conception. Évidemment, je ne dis pas que je n'ai pas été inspiré par des choses que j'ai vues. Et en grande transparence, j'ai été inspiré entre autres par Tapestry, par l'automa de Automa Factory. La façon que ça fonctionne, c'est que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est tout disponible sur BGG. Vous allez faire imprimer ici les règles, 8 pages, et vous allez avoir à faire un petit peu de bricolage. Un gros deck de cartes. Les miennes ont été faites et plastifiées, même pas besoin de les sleever. Et ils vont gérer comment l'automa va travailler. Et je voulais utiliser cette opportunité-là de vous présenter FireEm pour vous présenter mon automa, un petit peu de self-publicity. Donc, on va commencer. Ici, j'ai besoin, attendez aussi que je les ai mis, parfait. On va avoir besoin du deck de cartes ici, qu'on va brasser. Et je l'ai nommé numéro bis. Les fans de Astérix et Cléopâtre vont comprendre pourquoi. C'était l'architecte qui était maladroit. Et compte tenu que l'automa n'a aucune intelligence, il fait juste suivre des règles de priorité, j'ai décidé de lui donner un nom d'un architecte qui était maladroit. J'ai 3 cartes d'aide ici. Ici, c'est les règles d'administration, mais pour le mode solo. Donc, que j'aime toujours garder pas très loin. On va tasser ça ici, puis comme ça. Et ici, ce sont mes 2 cartes, ce sont les 8 règles du pouce pour gérer l'automa. L'automa ne gère que des points. Donc, essentiellement, il n'a pas à gérer les tapons de ressources ici. Tous les paiements et les gains se feront en points. S'il ne peut pas payer, tu paieras le maximum de possible et quand même jouer. Donc, exemple, il a 1 point, puis il y a une carte qui lui demande 2 ressources. Il paiera une ressource en reculant ses points, parce qu'il ne gère que des points. Il recule du maximum qu'il peut, il fera quand même l'action. Si la carte ne peut pas être jouée, il va gagner 2 points. C'est une règle que je ne vous ai pas présentée, je ne sais pas, ça va être ici. À tout moment, on peut discarter une carte sans la jouer, juste la mettre dans notre pile notre pile de discard pour faire 2 piastres. Donc, si l'automa ne peut pas jouer, compte tenu qu'il ne gère pas de l'argent, il ne gère que des points, il fera 2 points. Si le bénéfice de jouer la carte de sa main lui rapporterait moins de 2 points, il faut quand même jouer la carte. Le but, c'est pas juste de jouer une carte 2 points, une carte 2 points, mais c'est de créer du dynamisme. Donc, il y a des fois où il va jouer une carte, ça va lui faire 5 points,
alors que nous, comme joueurs, ça ferait 3 ressources et 2 points. Puis il y a des fois où la carte va y apporter un net 0 ou un net 1, il va quand même jouer la carte. Je vais aller à la bouteille d'eau. Toutes ces vidéos-là, je les filme back-à-back, là, donc ça va faire un peu plus qu'une heure, je commence à manquer de voix. Un rappel, le fait qu'un crocodile vaut 1 pièce pour un joueur, bien ici, un crocodile vaut 1 point. Si une carte a un multiplicateur, donc une carte qui dirait, ben, si c'est 1 fois tu fais ça, 2 fois tu fais ça, 3 fois, il prendra toujours la multiplication par 1. Si le profit net d'une action serait plus bas ou égal à 0, parce que le fait qu'il est toujours en mode point, donc je paye, nous comme joueurs, on paierait, mettons, 2 piastres, 3 ressources pour faire peut-être 3 autres ressources. Ben, lui, ça se peut des fois qu'il va tomber en net 0, il va quand même faire 1 point. Puis si vous avez des questions, regardez au glossaire. Je ne l'ai pas fait imprimer, mais attaché à ça, il y a le glossaire de certaines cartes qui étaient peut-être un peu plus funky quand je faisais mes playtests. Je les ai documentés sous la façon que moi je voyais que ça devait être joué. Ça va probablement être hors champ, je les mets ici. L'automa va commencer avec les 5 mêmes cartes qu'un joueur régulier. Il va les brasser et on va faire une rivière avec. On ne voit pas dans le cadrage. Attendez, je vais vous aider. Et voilà, là vous êtes avec moi. Et il va faire une rivière. Et le setup est fini pour l'automa. Donc, on garde le même setup que pour une partie multijoueur. Donc, on fait le deck de cartes. Au coin ici, là-bas, j'ai mis le deck pour la fin de partie. On remplit les terres humides avec des crocodiles. La différence, c'est qu'on va brasser ce deck-là. Et ça va être ça. Donc, moi, je vais commencer à faire mon premier tour. Je vais jouer un fermier. Donc, je vais aller chercher un fermier. Je vais me mettre ici. Enlève un crocodile. Je me fais 1 pièce. Je ne le ferai pas, mais je fais 1 pièce. Et je gagne un blé. Mon tour est fini. L'automa. Presque toutes les cartes ont ce format-là. Il y a plusieurs sections. Ici, ça dit quelle position, quelle carte sur la rivière l'automa va jouer. Si la carte n'existe pas ou si elle a déjà été jouée, il va regarder le plus possible vers la droite et la rivière round robin par la gauche. Certaines cartes auront une flèche de l'autre côté. Ensuite, ici, pour les règles de placement. Quand l'automa doit placer quelque chose, en ordre, il va faire la seule position légale qu'il peut jouer. En cas d'égalité, si on dit qu'il y a 2 ou 3 places qu'il pourrait jouer, la position qui lui donne le plus d'avantages. Donc, mettons, il placerait quelque chose, ça lui donnerait 1 point, puis ailleurs, ça lui donnerait 2 points. Il va jouer la position de 2 points. Dans le cas d'une indétermination, dans le cas de cette carte-là, il va commencer par la ligne d'en haut, de gauche à droite, puis il va descendre ligne par ligne jusqu'à temps qu'il trouve une position légale où il pourra jouer. Dans le cas où l'automa doit acheter ou retirer des cartes du marché, on a dit que c'était les 4 positions seulement avec des montants en dessous. Donc, celle qui est relevée correspond à la position de la carte que l'automa retirera. Quand il va être rendu à son tour d'administration, ici, ça dit combien de bonhommes il va retirer. Pour savoir quel bonhomme il retire, bien, la première fois, il va se baser sur la carte-là, et la deuxième fois, il piochera une seconde carte, et dans ce cas-là, son deuxième travailleur, on va scanner le plateau de droite à gauche et de bas en haut.
pour savoir. Et le premier travailleur qu'on trouve, c'est celui qui le retire. C'est la façon que j'ai trouvé de faire en sorte qu'il en enlevait un peu partout, mais il est vrai que généralement, il va les enlever sur le bord et pas au milieu. Certaines, bien ici, vous voyez, s'il pige ça lors d'un tour d'administration, il n'en retirera aucun. Certaines cartes ici sont vides et certaines cartes ont ce logo-là. Ce que ça dit, c'est que s'il a 2 ou moins de cartes pas jouées, donc 0, 1 ou 2 cartes en main, il y a 3 possibilités, il fera de l'administration. C'est la façon que j'ai trouvé que de ne pas dire, ben, l'automa va jouer au complet sa rangée de cartes tout le temps. Parce que là, ça deviendrait beaucoup trop facile que de timer le moment pour aller acheter une carte, de dire « Ah, il en reste encore 2 en main, j'ai encore 2-3 tours avant qu'il puisse me l'enlever. Je vais prendre mon temps puis je vais faire d'autres choses. » Ben, c'est ça, ça sort. Il fait une administration puis il a la chance de pouvoir aller retirer la carte que vous attendiez. C'est la façon que j'ai trouvé de que le moteur ne soit pas facilement brisable. Donc, on va refaire l'exercice. Comme ça, comme ça. Donc, c'est 7e position. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas à 6, il n'y en a pas à 7. Donc, on part. 7, 6, 5. Il jouerait 2 routes. En ce moment, donc la carte qui correspond à sa position, c'est celle-là. Puis l'exemple est super mauvais parce que c'est la pire carte pour commencer pour l'automa. Il peut placer 2 routes. J'essaie d'aller les chercher. Excellent. Donc, habituellement, ce qu'il ferait, il paierait 2 points. Ici, c'est 2 ressources. L'automa ne gère pas de ressources, il gère des points. Et on a dit dans les règles du pouce, il va payer le maximum qu'il peut. Désolé. Et quand même essayer. Il va payer le maximum qu'il peut et jouer la carte. Parfait. Maintenant, peut-il jouer la carte? Il y a quelques places où il peut jouer. Évidemment, je ne vous ai pas donné toutes les règles de chacune des cartes. Ce que je vous dis, c'est qu'il peut la jouer ici, ou il pourrait les jouer là. Une des règles du pouce dit qu'il va jouer là où il peut, et dans le cas qu'il peut à plus qu'une place, là où ça y ferait le maximum de points. Le maximum de points se passerait ici. Car ça lui permet de faire 3 points. 1, 2, 3. Et il a un bonus car dans le jeu, quand on relie pour la première fois des villages et des sites de construction, donc des rouges et des bruns, ça donne 1 point supplémentaire. Il a joué sa carte. Généralement, ce que je fais, pour indiquer qu'il l'a joué, il va la mettre, il va juste la glisser par en haut. Fait que vous n'aurez pas à jouer avec les cartes, on a juste à les glisser comme ça se fait très très bien. Il l'a joué, il la met de côté, son tour est fini. Nous, on va encore jouer un fermier. Je prends un fermier, je viens ici, je fais ça, enlève un crocodile, fais une pièce, fais un foin. Mon tour est fini. Le Mérobis va jouer 5. 1, 2, 3, 4. La 5e carte a été jouée. Donc, il va regarder à la gauche. Il va jouer la 4e. Il va jouer un fermier. Le fermier doit être adjacent. On en a placé 2 des fermiers. Où c'est qu'il va mettre son premier fermier? On va utiliser ici la carte de placement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ensemble du board et on va partir de la droite vers la gauche, de bas en haut. Fait qu'on va regarder les colonnes une après l'autre. Donc, on regarde où il est adjacent, la première position qu'il peut. Si on vient ici,
la première fois, si on part de bas en haut, cette ligne-là, il n'y a pas d'adjacence. Ici, on monte, on monte, on monte. Ah, là, ici, il y a une adjacence. On va mettre son travailleur là. Généralement, un fermier donnera une ressource et il a enlevé un crocodile. Un crocodile, c'est une pièce. Une ressource, c'est une ressource. Et donc, numéro bis, à ce compte-là, fera 2 points. 1 point pour la pièce qu'il a faite en enlevant le crocodile et une pièce qu'il a fait pour son gain en ressources. La carte est mise en position surélevée pour montrer qu'elle a été jouée. Son tour est fini, c'est à nous. Et le jeu va se dérouler comme ça jusqu'à la fin, suivant les mêmes règles de jeu. Dans les cartes particulières sur lesquelles il peut tomber, disons que la prochaine carte qu'il pige, c'est celle-là. Celle-là correspond à l'action d'achat. On se rappelle qu'on peut jouer une carte, acheter une carte ou faire une administration. Il pige ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, j'ai écrit ici là, toutes les étapes à suivre pour pas... je n'ai pas juste mis le carrosse de façon à ce qu'on puisse laisser faire le livre d'instruction. Piger une carte de décision. Acheter de la section C, A, B, C. Il achètera cette carte-là. Mettre à la dernière position ou remplacer la carte suivant la position A. Donc ici, on dit la rivière n'est pas pleine, puisqu'il n'a que 5 cartes. Donc, il ne remplacera pas la carte numéro 5. Il va prendre cette carte-là et la mettre au bout. La carte, elle tombe en 6e position. Par contre, il a pris une carte à 4 sous qui n'est pas à rabais. De toute façon, je n'ai pas appliqué la règle des rabais dans ce mode solo-là. J'ai gardé les règles régulières avec l'achat itératif là, en termes de coût ici. 1, 2, 3, 4. Et donc, même si numéro bis semble prendre des grandes avances, il y aura à certains moments des reculs. On met ça de côté. On rentre le marché. Carte 12. Ça le monte. On la met là. Et ça suit son cours. Numéro bis a joué l'ensemble de ses cartes. Il fera donc, pour déclencher une administration, vous allez dire, ouais, mais Eric, il n'y a plus de cartes à jouer. Mais attends un peu, peut-être qu'il va piger ça, puis peut-être son prochain move sera un achat. Donc on va piger. Ce n'est pas un achat, donc oui, il ira en administration. On part. Revenu. Numéro bis ne fait pas de revenu. Ici, c'est peut-être... je pourrais peut-être créer un revenu en fonction du mode de difficulté. Donc, de dire que ça, c'est, mettons, c'est normal, puis il y aura un revenu suivant les mêmes règles, donc du nombre de cartes qui lui reste en main. Donc, faire en sorte que quand il joue ses 8 cartes, quand il a sa pleine main, ben, il y aura un revenu de 3. Donc, dans les faits, ça lui donnerait 3 points. C'est quelque chose que je n'ai pas playtesté. En ce moment, il fonctionne bien, mais vous voyez que c'est quand même des règles faciles à jouer, peut-être pour les joueurs plus aguerris. Il va retirer de 0 à 2 travailleurs. Donc, on va piger une carte de décision. Il retire un seul travailleur. Parfait. Donc, où il va trouver un travailleur? Encore là, de droite à gauche, de bas en haut. Il descend. Donc, c'est lui le premier travailleur qui est disponible. C'est celui qu'il retirera. Il fera 1 point. Chaque travailleur qu'on retire, généralement, donne 1 sou. Puis ici, 0 à 2 travailleurs égale de 0 à 2 sous. 0 à 2 travailleurs égale à 0 à 2 points. Donc, je crois l'avoir fait très, très simple à suivre. On descend toutes les cartes de la rivière. Essentiellement, il vient de repiger tout son deck de cartes. On remplace 2 cartes au marché. Utiliser 2 cartes de décision section C. Donc ici, il en a une. Il retire cette carte-là du marché. On va piger nos cartes de décision.
Il enlève la première carte au marché. Les cartes seront remplacées de la manière standard. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre tout le deck de décision au complet. Donc, on voit là que malgré qu'on n'a pas joué une round complet, là, on n'a pas utilisé beaucoup de cartes par rapport à l'épaisseur du deck. On fait ça. On le brasse au complet, on met une cote, et voilà. On est prêt à repartir un tour de Fayum avec l'automa. C'est un automa dans lequel je suis assez fier. Je trouve qu'il a bonne gueule pour quelque chose que j'ai fait en Word. Il est rapide comme le jeu veut être rapide. Donc, je ne m'éloigne pas en termes de paradigme du rythme qui a été établi par Freedom and Freeze. Est-ce qu'il pourrait être plus complexe, plus tweaké pour les règles de placement? Est-ce que j'aurais pu faire des trucs, dire à partir de ça, puis m'en aller en étoile? J'aurais pu, mais pour l'instant, moi, personnellement, là, ça me suffit pour quand j'ai ma petite rage de Fayum, puis que j'ai personne avec qui partager ça. Moi, ça fait mon affaire. Donc, je vous invite à l'essayer, à me revenir soit en commentaire dans la vidéo ou en me revenant en commentaire sur la page BGG où vous allez le trouver sous le jeu Fayum. Puis, écoutez, c'était ça pour ma présentation complète du jeu, sans playthrough et sans explication des règles mur à mur. Si vous avez des questions, c'est probablement un des jeux que je maîtrise le plus, là, fait que vous pouvez me les donner en bas. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre quand j'aurai 2 minutes. Donc, écoutez, c'était ça tout le monde pour ma première d'une présentation d'un jeu. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, écoutez, on se revoit très bientôt à table. Salut là!